qui ressort de ce documentaire, c'est à la fois une grande solitude, mais aussi, ça c'est plus positif, une grande solidarité entre les familles. Oui, absolument, c'est ce qui est marquant hein, tout au long de ce documentaire. Moi, ce qui m'a frappé, ce sont d'abord les moments de joie et de bonheur de Fatma, quand ils sont dans la baie de Saint-Jean-de-Luz ou après la séance à Acrobranche, qu'elle retrouve sa maman, qu'elle lui saute dans les bras. L'association permet à ces enfants d'avoir des loisirs comme tous les autres enfants. Puis il y a un autre moment fort, c'est au début de la réunion des parents, quand François Séris dit le but de cette réunion, c'est que nous nous sentions plus forts pour améliorer la vie de nos enfants. Je trouve que ça montre bien le rôle de cette association. Mais de bien d'autres, hein, je suppose. De toutes les associations qui sont mobilisées dans la lutte contre les maladies rares. Améliorer la vie des enfants au quotidien et puis faire bouger les choses, faire évoluer les mentalités, faire progresser la recherche et la prise en charge médicale. On dit que là, les enfants goûtent à une vie presque normale pendant cette semaine, c'est presque une parenthèse. Hein, mais le reste de l'année, c'est quoi? Dans les appels que vous recevez, vous, sur la plateforme téléphonique, c'est quoi? C'est des appels de détresse parfois? Oui, il y a des appels de détresse. Il y a des appels de détresse et notre rôle dans ce cas-là, c'est de soutenir les malades, mais également de soutenir leurs proches et les parents au premier chef. D'autres types d'appels concernent l'information. Ouais. Si vous voulez bien appréhender votre pathologie, il est essentiel de comprendre quelle est la maladie, quels sont les tenants et quels sont les aboutissants. Donc, il s'agit pour nous de faire comprendre, de rendre accessible la connaissance médicale. Mais parfois la connaissance, elle manque sur ces maladies. On l'entendait dans le documentaire, l'errance du diagnostic, cette période où on ne sait pas très bien qui va pouvoir me donner des réponses. C'est ça qui est terrible dans ces maladies rares. Oui, c'est une problématique essentielle dans les maladies rares. À Maladies Rares Info Service, par exemple, on reçoit 20% de demandes de personnes qui n'ont pas de diagnostic. Alors, quelle est la meilleure façon de répondre à cette difficulté? C'est d'orienter les malades vers des services médicaux spécialisés. Et en France, grâce au premier plan national maladies rares, ce sont les centres de référence et les centres de compétences qui permettent de diagnostiquer la pathologie. Oui, c'est le plan maladies rares 2005-2008. C'est ça qui a permis de mettre en France des centres de référence. Ces centres de référence, ces centres de compétences n'existaient pas avant. Ce sont des services médicaux qui ont été labellisés par le ministère de la Santé et des moyens leur ont été attribués. Environ 200 postes de médecins ont été créés et 200 postes de paramédicaux et d'administratifs. Aujourd'hui, ces centres sont spécialisés sur une pathologie ou un groupe de pathologies. Il y en a 132 en France, 132 centres de référence et 502 centres de compétences. Alors, c'est bien, il y a des centres de référence, on peut les solliciter. En même temps, pour les familles, il y a très peu d'espoir de traitement. Finalement, les laboratoires pharmaceutiques s'intéressent peu à ces maladies. Oui, en effet. Pour autant, les choses ont tout de même évolué ces dernières années. En France et au niveau européen, des médicaments orphelins ont été mis sur le marché, mais c'est vrai que la recherche, que le temps de la recherche n'est pas le temps des malades. Des moyens ont été débloqués pour la recherche, près de 72 millions ces 4-5 dernières années. Les associations aussi contribuent à développer la recherche, mais on en est encore à une recherche qui vise à comprendre comment fonctionne la maladie. Identifier le gène, identifier les mécanismes, mais il n'y a pas encore assez de recherche qui porte directement sur le clinique pour arriver vers des traitements. C'est terrible pour les parents, je me disais, parce que finalement, sans espoir de traitement, il faut tenir au jour le jour, finalement, faire prolonger la vie. Oui, absolument. Mais je trouve que les parents séries sont un très très bon exemple. Leur combat montre bien qu'en étant unis, en étant ensemble, les choses changent. Mais pour une famille qui arrive à se battre et quelque part, voilà, qui a un espoir et un optimisme incroyable, combien de familles se retrouvent isolées aujourd'hui? Oui, il y a encore trop de familles isolées. À Maladies Rares Info Service, on y est confronté tous les jours. C'est d'autant plus fort dans le cas des maladies rares qu'elles sont mal connues, mal comprises. Ah mais voilà, j'ai tel type de pathologie, explique une maman à une voisine, cette pathologie n'est pas connue par la voisine. Donc il y a un sentiment d'incompréhension, d'isolement. Heureusement, il y a les associations qui se battent. On propose, nous aussi, un service qui s'appelle le service de mise en relation des malades isolés. Orphanet ? Avec Orphanet.
et Maladies Rares Info Service, on a développé ce service. En quoi ça consiste? En 2 mots, des pathologies sont tellement rares qu'il n'existe pas d'association. Eh ben, on leur dit, inscrivez-vous, et si une autre personne a la même pathologie que vous serez mis en relation. Renforcer les liens entre ces personnes pour qu'elles s'entraident, se soutiennent. Est-ce qu'il faut aussi lutter contre la culpabilité des parents? On le voyait dans le cas des enfants lunes, c'est une maladie génétique. Génétique veut dire un lien du père ou de la mère à l'enfant, donc cette culpabilité, parfois. De manière générale, 80% des maladies rares sont d'origine génétique. Il y a une vraie problématique par rapport à ça, une vraie difficulté. C'est la raison pour laquelle il est essentiel d'accompagner les parents face à ces difficultés. Alors, je vais vous citer 2 exemples. Il faut évidemment que des psychologues soient présents dans les centres de référence, dans les centres de compétences, et que leur poste soit pérennisé. Il y a aussi un bon exemple de choses qui ont avancé dans le cadre du premier plan, c'est la création d'un nouveau métier qui s'appelle les conseillers génétiques. Ce sont des professionnels de santé ou des scientifiques qui suivent une formation d'un niveau master et qui sont capables d'accompagner les malades et leurs proches face à la pathologie. Alors, ce premier plan qui a apporté beaucoup de choses, dites-vous, s'est arrêté en 2008. Nicolas Sarkozy a promis un nouveau plan. Est-ce qu'il est en place, ce plan? Ce plan n'est pas encore en place. Le président Ça prend du retard? Oui et non. Je vais vous dire en 2 mots. Le président de la République s'est engagé à ce qu'il y ait un nouveau plan qui entre en vigueur en 2010. Et l'autre volet de l'engagement, c'est qu'il soit élaboré en 2009. On est presque fin 2009. Le chargé de mission interministérielle qui va piloter l'élaboration et ce prochain plan devrait être nommé, là, incessamment sous peu. Des groupes de travail thématiques vont être mis en place. Et dans ces groupes de travail, on va faire un certain nombre de propositions. L'ensemble des acteurs concernés, au premier rang desquels les associations évidemment, vont faire des propositions pour ce 2e plan. Merci beaucoup Thomas Heuillère, et je rappelle que vous trouverez toutes les coordonnées de Maladies Rares Info Service sur le site de france5.fr à la page consacrée au documentaire Les Enfants de la Lune. Et puis je vous rappelle que le Téléthon, c'est comme chaque année le 4 et 5 décembre prochain sur France Télévisions.